Alors bonjour, donc je suis Agathe de Mignac et donc le thème de la table ronde est: est-ce que l'enseignement alternatif est une source d'inspiration pour tout le système éducatif? Et donc le but un peu de cette table ronde, c'est de voir quelles sont toutes les richesses de l'enseignement alternatif, quelles sont les bonnes pratiques de celle-ci et quelles sont celles qui donnent envie de s'en inspirer. Donc je vais vous présenter chacun des intervenants. Donc Marthe de Sutter, donc vous avez fondé et vous dirigez depuis 12 ans l'école La Fontaine à Cuiréous dans l'Aisne. Cuiréous, merci beaucoup. Donc voilà, qui est en zone rurale. Donc Marie de Cézieux, vous êtes professeure spécialisée dans le groupe Saint-Dominique auprès d'enfants en difficulté cognitive. Absolument, une classe spécialisée qui est ouverte il y a 7 ans. Voilà. Donc Jean-Baptiste, vous remplacez votre femme au pied levé parce qu'elle est malade. Et donc vous et votre épouse avez opté pour l'instruction en famille depuis une dizaine d'années, c'est ça? Exactement. Voilà, vous militez depuis 2 ans, on a monté une association qui s'appelle Liberté Éducation, voilà, et qui défend et promeut l'instruction en famille. Voilà. Et donc vous avez écrit un livre avec votre épouse qui s'appelle donc L'école à la maison. Une liberté fondamentale aux éditions Artege. Voilà, merci Jean-Baptiste. Xavier Dubellay, vous avez créé il y a quelques années, il y a 13 ans 9 ans. 9 ans, les cours Griffon. Les cours Griffon, des cours en ligne pour les enfants du CP à la terminale. Voilà. Et donc vous avez également écrit en 2016, 2017. 2016, du temps donc ce livre, Vers une école de la réussite, le numérique et les neurosciences au service de la transmission, aux éditions Publish Room. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par vous, Marthe. Donc, en fait, vous avez un parcours un peu atypique puisque vous avez enseigné dans l'enseignement sous contrat pendant 3 ans. Et allez-y, expliquez-nous ce que vous avez fait. Tout à fait, effectivement. Je suis venue à l'enseignement alternatif au bout d'un temps finalement assez bref, puisque je suis professeure de français de l'enseignement sous contrat. J'ai exercé pendant 3 ans en collège et lycée parisien et de province à Soissons. Et puis assez rapidement, j'ai été amenée à être en congé maternité, puis parental, ce qui m'a donné l'occasion d'avoir un petit peu de temps pour pouvoir aller me nourrir là où je sentais qu'il était urgent de réfléchir et trouver du grain à moudre, à savoir du côté des neurosciences et du côté de personnalités comme Elisabeth Nuit, de gens qui avaient vraiment une expérience personnelle à nous proposer. Et entre autres en termes de pédagogie, puisque ma formation était somme toute très intellectuelle. Et donc cette période de gestation dans tous les sens du terme a abouti à la création de l'école La Fontaine en 2010, en passant par une étape d'école à la maison pour les aînés de mes enfants, puis un retour dans les écoles du système avec un va-et-vient et toujours la question d'une confiance dans le système qui diminuait au fur et à mesure des années. Donc le projet qui germait en moi et en nous, puisque c'est un projet que nous portons en couple, a eu besoin à un moment donné d'exister pour pouvoir se confronter au réel. Et on s'est dit, voilà, soit ce projet a une raison d'exister, est bon pour la population locale, pour les autres, et pourra éventuellement être inspirant pour le système que je connaissais de l'intérieur, et il durera, soit c'est une utopie et il tombera. Mais en tout cas, il ne pouvait plus rester comme ça, juste à l'état d'idée. Alors, on va regarder ce que vous avez fait, puisque on va regarder donc une courte vidéo qui montre effectivement comment votre école s'adapte à son territoire. Et donc, prenons le temps de regarder cette petite vidéo de présentation. Un défilé de voitures, c'est presque un jour de semaine au village de Cuiréous. Ce samedi 2 mars, l'école La Fontaine a ouvert ses portes sous le soleil. Et les familles d'élèves étaient au rendez-vous. On a un petit peu tout quitté pour nos enfants, pour les inscrire ici, où on a découvert très vite que c'était une école très complète pour eux, où ils s'y sentaient vraiment très bien. Grâce aux 11 enseignants, 74 enfants sont scolarisés cette année. Et même si le temps a parfois manqué. Donc voilà, après il y a plein d'autres choses que j'ai pas abordées, mais ce sera une prochaine fois. Les présentations de maths, de français et d'histoire de l'art ont permis d'expliquer la pédagogie. Claire Marine, psychomotricienne, a confié ses 2 enfants aux enseignants. Ils ne sont pas que là pour transmettre un savoir, c'est vraiment l'être dans sa globalité. Et c'est ça ce que je trouve vraiment riche. Le teacher n'est pas peur.
Côté élève, Armand, en CM1, a testé cette méthode. Ça nous permet de voir mieux dans notre tête les perles dorées et les cubes de mille. En fait, dans mon ancienne école, j'avais jamais vu ça. L'école élémentaire, c'est loin pour Théophile. Aujourd'hui, en seconde à Reims, il retrouve ses copains. Au collège, vu qu'on est très efficace ici, on a peut-être pris un peu d'avance. Ça nous permet de participer plus en cours et ça, c'est pas un problème, ça. Ambiance conviviale, présentation, spectacle, à l'école La Fontaine, on entretient le lien parents-professeurs. Et maintenant, cap sur la rentrée de septembre. En maternelle, 25 enfants rejoindront les bancs de l'école. Voilà, donc c'est intéressant parce qu'on voit un petit peu concrètement ce qu'est votre école. Est-ce que vous pourriez nous dire, en fait, ce que vous avez inventé, ou en tout cas adapté dans votre école, en quoi ça peut inspirer l'ensemble du système éducatif? Alors, comme vous avez pu le voir à travers cette brève vidéo, nous avons la chance de travailler avec une équipe d'enseignants. Aujourd'hui, il y a 7 classes, donc des petits effectifs. Alors, sur cette question des petits effectifs, on voit bien qu'il faut pouvoir financer un enseignant pour une dizaine, douzaine, 16 élèves. Donc là, on est face à quelque chose qui n'est pas facile à transposer dans des contextes classiques d'enseignement. Mais voilà, ces petits effectifs nous permettent de suivre de façon la plus ajustée possible la progression de chacun des élèves que nous accueillons dans les classes, en tenant un paradoxe, en tout cas en restant dans cette tension entre le fait que il s'agit bien d'un enseignement de classe, donc un enseignement de groupe, et non pas un tutorat ou un enseignement individuel. Donc on a un groupe à faire progresser, un programme à suivre, et en plus nous avons choisi d'avoir 7 classes, donc les programmes de chaque classe s'articulent les uns aux autres, chaque maîtresse a donc la responsabilité d'accomplir sa part de la formation. Donc voilà, ce côté d'enseignement de groupe avec une exigence de suivi de chaque enfant, parce que dans les motivations d'ouverture de cette école, il y a toujours eu la question du respect de chaque personne, de chaque enfant comme une personne unique, que l'on devait pouvoir amener à découvrir ses talents, ses potentiels, et également ses limites. Et donc, voilà, pour ça, il y a le regard bienveillant, mais la connaissance de l'enfant. Et cette connaissance de l'enfant, pour nous, nécessite de pouvoir travailler en petits effectifs. Au-delà de notre expérience nous a montré qu'au-delà de 16 enfants, ça devient difficile de garder cet ajustement aux besoins de l'enfant et que le centre de gravité se déporte sur le groupe plus que sur l'enfant. Voilà. Vous utilisez du matériel particulier dans votre école? Alors effectivement, dans le projet pédagogique de l'école, on est sur l'idée que l'enfant arrive à l'école avec tout son corps, toute sa globalité, pas uniquement sa tête. Et donc que pour pouvoir... Et puis nous avons été à l'école de Montessori, d'Elisabeth Nuss, etc. Et donc nous savons que pour pouvoir accéder à l'abstraction, les portes d'entrée préférentielles de l'enfant passent par les sens, par le corps. Donc, en termes de matériel, effectivement, notre maternelle est une maternelle Montessori, et puis toutes les maîtresses se sont formées à la pédagogie Montessori en maths, pour certaines en éveil et en catéchèse également, pour les années suivantes. Donc ensuite, on utilise cette pédagogie-là, mais sous forme d'atelier. Donc là, on est sur le côté sensoriel, manipulation. On a aussi tout un pan qui repose davantage sur la mémorisation, avec tout le travail qui a été proposé par Marcel Jousse, donc qui est moins connu que Montessori, mais qui a énormément travaillé la dimension de la mémoire constitutive de la personne. Et donc nous transposons son travail au niveau de l'école primaire, à la fois au niveau de l'exercice de la mémoire, des poésies et autres, ça j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais pour tous les exercices de mémorisation. Et donc là, ça n'est pas un matériel externe qu'on utilise, mais le corps de l'enfant, puisque nous lui apprenons à mémoriser debout, en s'appuyant sur un rythme, donc un balancement, avec des gestes aide-mémoire et une mélodie. Donc le matériau, en l'occurrence, c'est l'enfant lui-même, là. Et donc, depuis 12 ans que nous pratiquons cette pédagogie par le corps, eh bien, nous nous rendons compte à quel point l'être est unifié, et que ce que l'on va
repérées comme difficultés de l'enfant au niveau de l'écrit, au niveau de ses difficultés de mémorisation, d'attention, de soins, etc., en fait, on peut vraiment lui permettre de progresser dans ces domaines-là en travaillant tout cela à travers le corps, puisque un enfant qui habite bien son corps, pour faire très simple, a vraiment des facilités intellectuelles. C'est raccourci, mais voilà, l'être est global, on en est certain. L'expérience nous l'a bien montré. Merci beaucoup, Marthe. Xavier, je m'adresse à vous parce que effectivement, vous au départ, vous n'aviez pas du tout, contrairement à Marthe, de vocation à l'enseignement. Qu'est-ce qui vous a emmené à fonder les cours Griffon ? Très bonne question. En fait, moi, j'ai fait une école Bac+5, et puis après, j'ai travaillé dans l'audit financier pendant 2 ans, très formateur, mais j'ai pas beaucoup aimé. Après, j'ai travaillé 10 ans dans le secteur du BTP, la construction, dont 7 ans pendant lesquels j'ai monté plusieurs sociétés que j'ai cédées en 2013. Et je cherchais un nouveau projet dans lequel je pouvais m'investir. Et puis, j'avais les moyens de monter un projet un peu ambitieux. Voilà. Et quand j'ai regardé tout ce que je pouvais faire, aucun job m'a fait rêver, sauf monter un projet au service de la jeunesse française. Qui propose, qui contribue à l'instruction des jeunes Français. C'était l'époque de Vincent Peillon comme ministre de l'Éducation nationale, donc 2013, et il m'a motivé à faire le pas, parce que je me suis dit, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête, quoi. On peut pas continuer comme ça. On peut pas soustraire les élèves à leurs déterminismes familiaux. C'était la mission qu'il avait assignée à l'école, de formater les jeunes Français. Et ça, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose, et avec les moyens que j'ai, je vais monter un point d'instruction qui soit le partenaire des familles. C'est-à-dire, aujourd'hui, les familles, elles sont ballottées d'école en école, de professeur en professeur, sur les classes, sur les déménagements, la mobilité en France ou à l'étranger. Et ce que moi j'ai pu connaître, c'est-à-dire une scolarité au même endroit, dans un seul établissement en primaire, et puis après collège-lycée au même endroit, ça existe quasiment plus. Enfin, c'est devenu rare. Et maintenant, les parents, quasiment chaque année, ils improvisent. Et je me suis dit, il manque un acteur qui puisse les aider à faire des transitions ou des pas de côté pour garantir une instruction de haut niveau à leurs enfants, quelle que soit leur situation, quelle que soit la capacité de l'enfant, quel que soit le niveau de revenu des parents, quel que soit la culture familiale. On doit être capable de proposer des cursus adaptés, et donc ce qu'on fait aujourd'hui du CP à la terminale. Donc dit comme ça, c'est magnifique, mais on a commencé il y a 9 ans, et les 5 premières années, c'était très difficile. Et j'avais sous-estimé plusieurs caractères qui sont liés à l'éducation, parce que je connaissais bien, mais moi j'ai toujours eu la passion de transmettre, mais je ne connaissais pas le secteur en tant que secteur professionnel. C'est que dans l'éducation, la toute nouveauté met du temps à s'installer. Pour faire simple, l'éducation, ça avance à la vitesse de l'érosion. C'est pas rapide, ouais. Deuxième point que j'avais sous-estimé, c'est la vitesse de l'effondrement du système scolaire français. C'est pas une baisse du niveau, hein, c'est un effondrement auquel on assiste, et c'est que le début. C'est que le début de la fin. Il n'y aura pas de marche arrière. Et troisième chose que j'avais sous-estimée, qui m'échappe à l'instant parce que j'ai pas pris de papier, ce que j'avais sous-estimé, c'est la réaction violente du système, mais pour pas dire du ministère de l'Éducation nationale, face à la fuite des parents qui constatent, pour les parents les plus vifs et informés, que le système s'effondre. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Les gens, ils s'en vont. Ils quittent le public pour le privé, ou alors ils quittent le privé sur contrat pour le meilleur public, ou en général, même ils vont dans leur contrat ou en école à la maison. Et on l'a vu à travers l'encadrement strict, pour pas dire la tentative d'interdiction qui heureusement n'est pas arrivée d'école à la maison. Ça a été violent, quasiment non annoncé, non préparé. Et là, je dirais que le sens de mon engagement s'est révélé, parce qu'on a accompagné beaucoup de familles dans les démarches qu'elles avaient à faire pour constituer leur dossier, obtenir leurs autorisations, une mission d'information déjà, et puis d'accompagnement à travers des outils très pratiques, et jusqu'à financer des procès face à certains rectorats, faire des actions d'influence au
au niveau du ministère, à travers la fédération professionnelle à laquelle on s'est rattaché, qui s'appelle la FNEP. Et on essaie de dialoguer avec le ministère, avec les services du Premier ministre, les services de l'Élysée. Mais on ne fait pas que ça, on finance aussi des actions juridiques auprès du Conseil d'État et diverses choses. Voilà. Et du coup, c'est une action... ça marche ? Ça marche pendant... Moi, ça m'occupe à une journée par semaine depuis 2 ans, comme si j'avais que ça à faire, pour avoir le droit de dispenser des cours. Donc, dans quel pays il faut une autorisation pour s'inscrire dans une école ? Ça pose une vraie question. La plupart des gens n'en ont pas conscience. La plupart des gens s'en foutent. Mais en fait, ça concerne tous ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants. Parce que ça, on touche à la liberté individuelle, pour ne pas dire à la liberté intellectuelle. Je me suis un peu perdu. Non, mais c'est très bien, parce que ça va me faire le lien avec Jean-Baptiste. La liaison est toute trouvée. Donc, Jean-Baptiste, école à la maison, liberté d'éducation. Je vous laisse rebondir sur le sujet. C'est vrai que la bataille est très dure et en même temps on commence à obtenir des victoires. Nous avons obtenu cette semaine une petite victoire, c'est que 2 familles que nous défendons au Conseil d'État, qui avaient eu donc des refus de l'Académie et qui avaient eu aussi des rejets de leurs requêtes auprès du juge administratif, eh bien, vont pouvoir être audiencées. Et le Conseil d'État a jugé que les arguments employés par nos avocats étaient sérieux et que donc la requête avait toute légitimité à être étudiée. Et c'est un bon point parce qu'on se rend compte que finalement, nous gagnons de petites victoires de temps en temps. Nous avons aussi gagné des victoires pour des familles qui avaient des refus, notamment à Toulouse. C'est une académie, pour vous donner un chiffre, où il y a plus de 90% des refus pour les nouvelles demandes. Et donc c'est un chiffre qui nous inquiète beaucoup parce qu'au niveau du territoire national, on est à peu près à, en moyenne, officiellement 50% de refus des nouvelles demandes et on serait plutôt aux alentours en réalité de 70%. Nous, notre association, on a été saisie par plus de 400 familles au mois de juillet-août et donc nous continuons de les défendre. On se rend compte quand même que les motifs de refus ne sont pas du tout justifiés. Très peu étayés d'arguments juridiques et donc on essaye un peu de rentrer dans cette brèche et j'ai envie de dire la bataille est loin d'être terminée. On travaille aussi d'ailleurs de concert avec la FNEP, les cours Griffon et tous ceux qui veulent bien nous aider. La Fondation pour l'école aussi, je peux vous annoncer que la Fondation pour l'école m'a dit cette semaine qu'ils allaient nous aider dans cette bataille et j'espère que d'autres acteurs vont aussi nous aider parce que c'est une bataille qui est aussi très coûteuse. Je ne vous donnerai pas de chiffres, mais tous ces avocats, ça coûte quand même très cher. Mais en même temps, on veut bien le faire. En fait, on est aussi aidé par des organisations internationales. Et je suis très heureux aussi d'être là parce qu'en ce moment même se déroule à quelques mètres d'ici. Et c'est grâce à la Fondation pour l'école que je remercie au passage que nous avons pu faire ça. Eh bien, c'est un sommet européen de l'instruction en famille avec des leaders de l'instruction en famille dans tous les pays d'Europe. C'est très impressionnant parce qu'ils ont tous cette envie que cette liberté fondamentale des parents, premiers éducateurs de leurs enfants, eh bien, se développe et puisse être exercée par les familles de tous les pays d'Europe et du monde. Il y a aussi des Brésiliens, il y a aussi des Américains et on se rend compte en fait qu'on est ici finalement avec vous aussi au cœur de la bataille pour cette liberté pédagogique qui est aussi une liberté qui découle de la liberté intellectuelle. Vous avez raison, Xavier, de le dire, et pas seulement de la liberté intellectuelle, de la liberté d'expression et de laquelle découle aussi la liberté d'éducation. Alors, vous allez peut-être aussi me demander comment nous, on a choisi de faire l'école à la maison avec mon épouse et pourquoi on a écrit ce livre. J'allais vous le demander. Voilà, j'anticipe la question parce que j'étais en train de réfléchir à ça. Voilà, on a commencé il y a plus de 10 ans avec mon épouse. Et c'est aussi pour ça que je trouve ça vraiment chouette que votre salon Lipsco s'intitule le premier salon de la liberté pédagogique, parce que figurez-vous que nous avons choisi de faire l'école à la maison en découvrant une pédagogie, la pédagogie Montessori. Et avec mon épouse, on est allé dans un centre de formation pour instituteurs qui veulent se former à cette pédagogie, parce qu'il est très important de se former. Et c'est là que nous avons découvert d'abord cette extraordinaire pédagogie. On s'est dit, c'est comme ça qu'on voudrait enseigner les mathématiques et la lecture pour commencer à nos enfants. Vous voyez, moi, j'ai la chance d'avoir fait Maths Sup, et même si après, je suis allé vers d'autres choses, mais
quand j'ai découvert la façon d'enseigner, et on le voit très bien dans la vidéo, les mathématiques avec la pédagogie Montessori, mais je me suis dit que, waouh, même moi qui ai fait maths sup, j'aurais bien aimé qu'on m'apprenne les maths comme ça. Et sans rire, c'est vraiment extraordinaire. C'est ce cube et tout ce qu'il y a comme outil. Et puis en plus, ça va très très loin. Et donc c'est très important qu'on puisse comme ça choisir la pédagogie qui nous convient. Et on a découvert d'autres pédagogies qui sont aussi très fructueuses pour les enfants. Et donc c'est vraiment un bien pour l'éducation des enfants du pays qu'on puisse choisir nos propres méthodes. Il faut que cette liberté continue d'exister. Je ne peux pas m'empêcher de rajouter que le génie de Maria Montessori en mathématiques, c'est qu'en fait, elle enseigne les mathématiques comme l'homme l'a découvert, en fait, dans la même progression. En fait. C'est une vision cosmique qui est extraordinaire. Donc, je me permets de faire un petit commentaire parce que je suis vraiment d'accord avec vous. Alors, votre épouse, donc, c'est votre épouse surtout qui fait l'école à la maison, si je me souviens. C'est ça, moi voilà. je soutiens. Voilà, vous soutenez. Votre épouse, en fait, à votre avis, qu'est-ce qu'elle innove, qu'est-ce qui l'inspire et qui pourrait, elle aussi, en fait, finalement, être inspirant pour l'ensemble des acteurs de l'éducation aujourd'hui, à votre avis? En fait, ce qui est fabuleux avec l'école à la maison, et ce qu'on a souvent oublié de dire, c'est que de mon point de vue, et je crois que je ne suis pas le seul à le penser, l'école à la maison est en France le premier, ou en tout cas l'un des premiers, mais je pense le premier laboratoire d'innovation pédagogique. Et cette innovation pédagogique, elle est permise davantage dans l'école à la maison parce que nous avons une totale liberté, justement. Nous avons la liberté de l'emploi du temps, nous avons la liberté de changer, de passer d'une matière à l'autre. Nous pouvons nous abonner à des outils de chimie. Nous, on reçoit de la chimie une fois par mois à la maison et on fait des expériences. Il y a de la fumée dans toute la maison. Je viens voir moi-même, je chausse mes lunettes de chimiste parce que je ne veux pas rater la séance de chimie. Mon épouse a une maîtrise de biochimie, donc aussi elle est passionnante. Et je vous donnais cet exemple, mais parce que justement, on peut innover, on peut se dire, tiens, on va recevoir un kit de chimie venu de l'étranger et faire une expérience de chimie fabuleuse avec les enfants. Et donc ça, c'est quelque chose que permet l'école à la maison parce qu'on peut décider du jour au lendemain de se lancer dans telle ou telle expérience au sens large, que ce soit des sciences ou des lettres ou ce que l'on veut. Et je voudrais donner un exemple très concret. C'est Monsieur Jean Nemo qui a fondé la librairie des écoles que je raconte aussi dans ce livre avec mon épouse qui nous l'a dit, c'est que la fameuse pédagogie d'apprentissage des mathématiques Singapour, je crois que vous avez eu un atelier tout à l'heure sur le sujet, est arrivée dans l'éducation nationale, est arrivée dans les écoles aussi hors contrat, eh bien, par les inspecteurs d'académie qui inspectaient les familles faisant l'école à la maison. Et ils ont découvert à ce moment-là cette pédagogie et ils l'ont transmise à l'éducation nationale. Donc ça vient de l'école à la maison. Et évidemment, ça n'est pas la seule méthode. Et je peux vous dire que nos inspecteurs d'académie à Tours nous connaissent, la famille Maillard, et ils nous ont dit, d'ailleurs, si je croise Monsieur Macron, je leur dirai, on leur dira ce qu'on pense, parce que les familles comme les vôtres, et puis les autres familles aussi, bien sûr, on n'est pas une famille modèle, loin de là, eh bien, nous apportent beaucoup. Et je crois, de fait, qu'à notre contact et au contact des autres familles, eh bien, on découvre aussi des nouvelles manières d'enseigner. Et il y a plein d'autres choses. Il y a par exemple aussi l'hybridation pédagogique qui se développe beaucoup en ce moment, aussi d'ailleurs dans les universités, aussi dans le monde de l'entreprise. Eh bien, c'est quelque chose aussi qui se développe dans certains pays. Alors pas en France, parce que c'est très difficile de faire l'école à la maison à plusieurs familles, ça nous est interdit, sinon c'est considéré malheureusement comme une école de fête. Mais par exemple aux États-Unis, il y a des coopératives d'instruction en famille où les familles se retrouvent dans un même lieu, elles ont le droit de le faire, elles, et elles peuvent échanger ensemble sur la pédagogie et elles peuvent aussi demander à des parents de donner des cours. Un parent qui par exemple serait meilleur en histoire, eh bien, va pouvoir donner des cours à plusieurs enfants de niveaux différents. Et donc là, ça donne lieu aussi à des initiatives nouvelles en matière de pédagogie qui sont juste extraordinaires parce qu'elles viennent à répondre aussi à des besoins d'aujourd'hui. Alors, je me permets, en vous entendant, que vous précisiez un petit peu, parce que vous dites mon épouse a une maîtrise de biochimie, vous avez fait maths P. Est-ce qu'il faut être bien outillé intellectuellement, avoir un bon niveau d'études pour faire l'école à la maison? C'est une très bonne question. En fait, le critère, c'est celui des contrôles pédagogiques. Et les contrôles pédagogiques de l'éducation nationale ont lieu chaque année, puisque dès lors qu'on fait l'école à la maison, on a droit au moins à un contrôle de l'académie. Et il faut donner un chiffre tout de suite, c'est le chiffre de 98%. 98% des familles qui font l'instruction en famille ont un succès
aux contrôles académiques qui pourtant sont très difficiles. Et pour avoir connaissance d'un certain nombre d'inspections académiques, je vois bien qu'on en demande souvent plus aux enfants qui font l'école à la maison. Donc les contrôles sont réussis et en fait c'est ça le critère. On peut vous dire aussi quelque chose, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'école à la maison n'est pas réservée à une élite. Aujourd'hui, 80% des familles qui font l'école à la maison ont un quotient familial inférieur à 1 000 €. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas des couches sociales de la population qui ont forcément beaucoup de diplômes, loin de là. Et il est même démontré par les études universitaires que le succès des enfants, et c'est très important, n'est pas corrélé au niveau de diplôme des parents. Et ça, on l'explique aussi dans notre livre. Et donc, contrairement aux écoles sous contrat. Contrairement, si je puis me permettre. Mais oui, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir ça. En fait, on pourrait dire aussi que l'école à la maison est l'une des méthodes d'instruction les plus démocratiques. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de s'asseoir à une table et de prendre des bons manuels et de faire travailler l'enfant avec des bons manuels ou de s'inscrire à des cours en ligne. Et par exemple, les cours Griffon, nous, on en bénéficie avec l'un de nos enfants. Ça me semble très important de dire ça parce qu'en fait, il existe tout un tas de supports, qui soient du support papier, qui soit du matériel Montessori ou qui soient des cours en ligne à distance, maintenant aussi avec la vidéo, qui sont juste extraordinaires. Et dont on peut se servir et qui vont venir épauler les parents. Et aussi, Internet, tout simplement, le développement d'Internet ces dernières années est aussi un facteur d'accentuation de cette croissance de l'école à la maison. Et pour vous répondre aussi, ma femme n'est pas là, mais elle aurait pu vous dire que, grâce à cette bataille sur l'école à la maison, on a été contacté suite à une tribune dans le Figaro par la librairie des écoles, qui nous ont demandé si on voulait bien, en tant que parents faisant l'école à la maison, publier de nouveaux manuels de lecture et de grammaire. Et donc, je me suis tourné vers ma femme, et c'est ma femme qui les a fait, parce qu'avec plus de 10 ans d'expérience d'instruction en famille, elle a donc répondu positivement. Et donc, ces 2 livres viennent d'être publiés à la librairie des écoles. Et ce ne sont pas juste des manuels d'apprentissage de la lecture et de la grammaire, il y a aussi beaucoup de conseils. Et c'est, je pense, principalement, enfin en tout cas en grande partie, les conseils que donne mon épouse aux parents qui font l'école et qui font l'école à la maison, parce que ça peut aussi servir de livre de soutien scolaire le soir. Ce sont ces conseils qui ont beaucoup intéressé l'éditeur. Et je crois que ça répond peut-être aussi à votre question. C'est une façon aussi de partager et de transmettre tout ce qu'on peut apprendre en enseignant à ses enfants. Voilà, tous ces conseils, ils peuvent être bénéfiques pour d'autres. Et nous, en tout cas, nous avons très à cœur de les partager avec d'autres, parce que ça ne doit pas rester pour nous. On voit bien qu'il y a certaines méthodes qui fonctionnent dans la lecture. On voit bien qu'il y a certaines façons de faire qui marchent très, très bien. Et donc, il faut les partager. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Alors, je me tourne vers vous, Marie. Donc, vous êtes enseignante dans une classe spécialisée dans le groupe Saint-Dominique. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi cette classe spécialisée ? Alors, notre classe est située au cœur même du bâtiment collège et lycée garçons de l'école Saint-Dominique. Notre classe est ouverte à des jeunes atteints de maladies de l'intelligence en âge collège. Donc, ces jeunes, chez nous, présentent souvent des troubles cognitifs plus importants que les jeunes qui sont généralement admis dans ces classes Ulysse auxquelles nous nous apparentons, on va dire. Il y a donc assez peu de structures inclusives qui les acceptent ou qui les accepteraient à cause de leurs problèmes d'autonomie et à cause des différents niveaux scolaires qui sont les leurs et qui sont très disparates. Donc, une deuxième des spécificités de notre classe, c'est que nous maintenons des petits effectifs afin d'être en capacité de dispenser un enseignement très individualisé. C'est de la couture sur mesure que nous faisons. Donc, en revanche, personne ne doit être écarté d'une inscription dans notre classe à cause de son niveau scolaire trop faible. Il n'y a pas de prérequis dans le domaine du niveau scolaire. Ça, c'est important. Donc, ce sont les parents qui inscrivent donc leurs enfants dans notre classe, d'abord parce qu'ils adhèrent au projet pédagogique et de l'école Saint-Dominique. C'est-à-dire que nous visons au développement de toute la personne
exactement comme le disait Marthe tout à l'heure, l'éducation intégrale. Donc dans notre classe, c'est exactement la même chose. Nous allons chercher à faire progresser les élèves en tant que personnes dans tous les domaines de la personne humaine. Donc les parents qui inscrivent leurs enfants chez nous, eh bien, ils ne veulent pas moins pour leurs enfants porteurs de handicap que pour leurs autres enfants. C'est ce qui les porte vers une classe comme la nôtre. D'autre part, une des petites spécificités plus techniques, les enseignants de la classe s'appliquent à passer dans les écoles, dans les classes de 6e ordinaires, des filles comme des garçons, pour sensibiliser les jeunes collégiens et collégiennes aux difficultés particulières de nos élèves de la classe Saint-François de Fatima, auxquels ils vont être confrontés dans tous les lieux d'inclusion. Alors, soit en inclusion classique en classe, quand l'élève est capable de partir en inclusion, ou alors sur la cour de récréation, ou bien alors au service de messe, en l'occurrence, ou bien alors lors des dîners des méritants, auxquels nos élèves sont également invités et qui sont trimestriels. Donc ça, c'est très important. Ce sont des lieux où les collégiens et collégiennes ordinaires ont la possibilité de rencontrer nos élèves et de participer à des jeux communs ou à des petites discussions s'ils le souhaitent. Ensuite, nous avons aussi mis en place un système de parrainage de la part des lycéens qui se portent volontaires pour parrainer un de nos élèves. Ils prennent leur rôle très à cœur et je pense vraiment que c'est très profitable pour nos élèves de la classe Saint-François de Fatima, bien sûr, mais aussi pour les élèves de seconde qui s'inscrivent dans ce projet. Voilà. Ensuite, nous avons également des séances d'art-thérapie qui sont proposées à l'intérieur de notre structure dans le bâtiment. L'aumônier passe également, comme dans les autres classes, leur faire un rapide cours de catéchisme. Enfin, chaque année, nous essayons d'innover. C'est là où je retrouve bien ce qu'ont dit les autres participants à cette table ronde, c'est-à-dire que nous sommes dans une dynamique de progression. Nous essayons tout le temps de trouver, nous cherchons sans arrêt des réponses aux problèmes que nous pouvons rencontrer ou de, tout simplement, nous améliorer. Alors, je vous propose que nous regardions une vidéo de présentation de votre classe Ulysse et de voir comme effectivement l'accueil de ces enfants est de très bonne qualité. Les enfants sont heureux de venir en classe ce matin. Pour nous, c'est extrêmement gratifiant d'avoir des élèves heureux de venir en classe. Cette classe, d'abord, elle est située au sein de l'établissement comportant des classes ordinaires. Donc ça permet à nos enfants de jouer, d'approcher, de vivre avec les enfants, les collégiens de leur âge. Donc de partager des tas de choses avec eux. Et en même temps, ils ne perdent rien de la spécificité de l'enseignement dont ils ont besoin, du fait de leurs difficultés particulières et très individuelles. Donc nous, on s'applique vraiment à donner à chacun dans cette classe les moyens d'apprendre, de s'épanouir, parce qu'ils sont porteurs de rêves, d'espoir, comme tous les garçons et les filles de leur âge, et on essaye de leur donner les moyens d'accéder à ce rêve. Ou sur uneclasse-unavenir.com et aider au financement de leur scolarité. Ça marche plus. Marie. Ce que je regarde, c'est effectivement la spécificité de votre classe, c'est que c'est une toute petite classe avec très peu d'élèves. Mais est-ce que vous utilisez une pédagogie particulière, quelque chose pour ces enfants-là vous dites c'est du couture sur mesure. Qu'est-ce que vous avez d'exportable en fait? Outre ce que vous avez présenté tout à l'heure? Alors, tout est exportable. Tout est absolument exportable. En réalité, nous sommes allés butiner, telle l'abeille, les bonnes pratiques à droite, à gauche, les méthodes pédagogiques qui paraissaient correspondre aux besoins de nos élèves en les adaptant. Tout a besoin d'être adapté en ce qui concerne l'enseignement spécialisé.
Nous nous inspirons beaucoup, nous travaillons beaucoup sur les bonnes pratiques de Madame Nuitz également. Je retrouve ce que disait Marthe tout à l'heure. Nous partons effectivement du concret, parce que nos élèves ont de grosses difficultés d'abstraction. Donc effectivement, rien ne peut les toucher, rien ne peut leur être profitable si nous restons dans leur tête. Il faut faire passer par le corps les enseignements. Là, en ce moment, nous avons une classe très intéressée par les sciences du vivant. Donc il y a beaucoup de démonstrations, d'inventions pour les faire s'intéresser à ces sujets. Mais j'aurais tendance à vous dire, c'est l'inclusion à laquelle je voudrais m'attacher maintenant, parce que c'est sûr, nous nous apparentons à une classe Ulysse, mais nous ne rentrons pas dans un système de systématisation de l'inclusion. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'inclusion est bonne pour un de nos élèves, elle va être mise en place. Elle va être mise en place de façon millimétrée. Elle peut très bien être en lien avec la matière comme avec le sujet du cours qui est donné par le professeur. Mais elle peut être aussi réduite à quelques minutes d'inclusion dans un cours où l'élève va être accompagné par une AVS et dans le seul but d'apprendre à être élève, c'est-à-dire de copier les attitudes des autres élèves en classe. Donc ça peut aller d'une inclusion vraiment profitable sur le plan cognitif avec un travail adapté que l'AVS ne fera pas à la place de l'élève, mais que l'élève va fournir, donc il va être prévu par le professeur de la classe Saint-François de Fatima et être emmené avec l'élève en inclusion, c'est très important, ou bien ça va être juste un léger passage, le temps de grandir, d'apprendre les codes et de pouvoir partir en inclusion de façon plus longue. Alors je suis un petit peu surprise quand je vous entends parler d'AVS, parce que pour moi, les AVS, tout un tas de choses qui sont normalement pour les écoles sous contrat, sont refusées pour les écoles hors contrat, notamment AVS, taxi, etc. Comment vous faites pour avoir des AVS dans le groupe Saint-Dominique ? Écoutez, c'est un sacrifice financier, je ne vous cache pas, de l'école. Voilà. Parce que nous sommes effectivement... C'est vous qui la rémunérez ? Pardon ? C'est vous qui rémunérez l'AVS ? C'est pas l'État qui rémunère Ah non, c'est l'école. D'accord. Non, c'est l'école Saint-Dominique qui fait l'effort d'offrir ça à la classe Saint-François de Fatima afin de pouvoir accompagner nos élèves en inclusion quand c'est possible et dans la mesure qui est bonne pour l'élève. Et ensuite, si aucun élève est en inclusion, elle participe au soutien du professeur dans sa mission d'enseignement. Voilà. Ok. Marie, vous avez des enfants. Marthe, pardon, vous avez des élèves porteurs de handicap dans votre école ? Oui. Vous faites comment ? Alors, effectivement, on a des élèves porteurs de handicap qui sont en fait arrivés comme tout un chacun. Très souvent, nous sommes une école primaire, donc avec des enfants qui arrivent pour beaucoup à 3 ans, avec leurs spécificités, mais bien souvent, on a... En tout cas, les élèves porteurs de handicap qui sont scolarisés à l'école La Fontaine n'étaient pas repérés comme tels avant d'y arriver. Et donc, c'est par l'accompagnement, on a pu souligner des choses étonnantes dans leur progression. Très concrètement, aujourd'hui, sur 76 élèves, nous avons une élève qui a un dossier MDPH. Donc, effectivement, avec des droits, ça ouvre un certain nombre de droits, entre autres de droits financiers qui allègent la charge pour les parents. Donc, en l'occurrence, les questions de taxi, nous, ça fonctionne chez nous, mais en tout cas de prise en charge de transport, ce qui n'est pas rien puisqu'on est à 20 km de toute bourgade. Mais pour ce qui est de l'AVS, la ESH, et ben là encore, c'est la solidarité qui fonctionne. Et pour être très concrète, c'est une enseignante de l'enseignement catholique sous contrat qui est venue enseigner 1 an dans notre école, qui a trouvé ça absolument passionnant, mais en fait trop fatigant, donc qui est retournée finir sa carrière dans le sous-contrat en disant mais c'est fabuleux, mais alors ça demande de déployer une énergie, un investissement que je n'ai plus. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner, c'est que des entreprises, je pense telles que les nôtres, sont quand même des entreprises très exigeantes dans le don de soi, et qui aujourd'hui est à la retraite et a proposé ses services pour suivre cet enfant avec toute cette compétence-là. Donc voilà, ça reste des solutions ponctuelles, originales à chercher pour chaque enfant, parce qu'effectivement, on ne peut pas attendre de financement d'État, et c'est pas faute d'avoir frappé à différentes portes pour essayer de les trouver. Parce que la liberté, en fait, pour le coup, les enfants ne sont pas égaux. Il n'y a pas le même accueil de l'enfant handicapé dans l'école hors contrat, ou même en instruction en famille. On sait qu'il y a des cas d'enfants porteurs de handicap dont même l'instruction en famille a été refusée au niveau
l'autorisation. Il y a une bataille juridique là-dessus, mais il y a aussi ce que notre président avocat appelle une zone grise, c'est-à-dire il y a aussi beaucoup d'enfants qui n'ont pas un handicap proprement dit, mais qui ont des difficultés d'apprentissage, des troubles de l'apprentissage. Alors vous connaissez tous les dysgraphie, dyscalculie, dyspraxie, etc. Et ça, malheureusement, ça n'est pas reconnu comme un critère parmi les motifs de santé, ce qui pose quand même beaucoup de questions, parce qu'il y a énormément d'enfants qui sont concernés par ces problèmes, ces troubles de l'apprentissage, et auxquels justement l'école à la maison répond bien, puisque justement il y a le respect du rythme de l'enfant et le respect de sa biologie, de ce qui est cognitif. D'ailleurs, les cours aussi à distance travaillent là-dessus. Et ça, c'est un vrai souci pour nous, associations qui défendons les familles, c'est qu'en fait, il n'y a pas cette prise en compte qui est pourtant nécessaire, de la même façon qu'il y a un autre énorme problème dont on n'a pas parlé, mais qui sont aussi les enfants qui vivent un grand mal-être dans leur vie. Alors ça peut être un mal-être inexplicable, mais parfois aussi c'est à cause du harcèlement. Je rappelle toujours qu'en France, malheureusement, il y a 700 000 enfants, selon l'UNESCO, qui sont harcelés chaque année, et pour lesquels, eh bien, souvent, les parents, les mamans décident, et je tire vraiment aussi mon chapeau à ces mamans-là qui font ce choix-là, comme à toutes les mamans d'ailleurs qui font l'école à la maison, parce que c'est vraiment un choix difficile pour la famille, qui doit être pris souvent dans l'urgence. Et on a aussi là une difficulté, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, avec la nouvelle loi, eh bien, il y a une annualisation de la demande. Vous ne pouvez faire la demande d'autorisation d'école à la maison que entre le 1er mars et le 31 mai. Donc il faut que votre enfant, si possible, soit harcelé seulement entre le 1er mars et le 31 mai. Ce qui quand même pose un gros problème. Et ces enfants, eh bien, ils ont quand même besoin de l'école à la maison. C'est pour souvent, je vois une porte de sortie là, c'est exactement ça. C'est une issue de secours et on bloque l'issue de secours. Donc je pense qu'il y a encore matière là-dessus à batailler et à faire comprendre que toutes ces pédagogies, ces nouvelles façons d'enseigner, que ce soit dans leur contrat ou dans l'école à la maison, doivent être promues parce qu'elles permettent, et on l'a bien vu aussi dans votre vidéo, eh bien, de rendre un immense service aux enfants, de répondre vraiment à leurs besoins qui sont propres, qui sont individuels. Et ça, on pourra jamais faire autrement. Il nous reste quelques minutes, alors je vais vous proposer à chacun de dire ce que vous n'avez pas pu dire, que je ne vous ai pas interrogé. Donc Xavier, je vous en prie, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Je crois que la clé de la modernité pédagogique aujourd'hui, c'est l'individualisation des parcours. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, Marthe, dans ce que vous disiez, c'est la tension qui peut exister entre le groupe classe et l'individu qui a ses particularités, ses besoins propres, son rythme d'apprentissage propre. Et donc, en tout cas, dans le cadre d'une école, c'est ça qu'il faut essayer de viser, c'est à la fois de l'individualisation et la notion de groupe classe. Vous voyez, la réforme du lycée qui explose l'emploi du temps d'un lycéen en plein de sous-groupes et qui change de... Il n'y a plus du tout de notion de classe, ça c'est quand même, on voit rapidement les limites. Moi j'ai une fille en première qui est ballottée de groupe en groupe, et donc la notion du collectif est complètement gommée. Donc il faut quand même résoudre cette tension avec une analyse fine. Donc ça c'est quelque chose qui est inventé. Nous c'est quelque chose qu'on fait facilement à distance parce que chaque enfant est unique, on lui bâtit quasiment un programme sur mesure, à son rythme propre. On est capable de le mettre sur des niveaux différents suivant les matières, à son niveau réel en fait. Un peu comme on fait bien aux États-Unis pour le coup. On décorrèle la notion de niveau et la notion d'âge, notamment à partir du collège. Donc ça c'est important, je pense que ça peut être exporté dans toutes les modalités d'instruction. Puis l'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il faut réussir aujourd'hui à tirer profit de 100 ans d'histoire scolaire française, d'excellence française. Donc, aller plonger dans les vieux manuels, les vieilles méthodes, on peut remonter aux années 20, il y a une centaine d'années. Moi, j'ai 100 ans de retard, personnellement, ou peut-être 100 ans d'avance. Et puis, à ces anciennes méthodes qu'il faut parfois dépoussiérer, il faut ajouter les nouveautés pédagogiques qu'on connaît aujourd'hui, du numérique, des neurosciences, mais avec discernement, sans être béat ou un peu benet, commence pareil. Il faut prendre le meilleur de ce qu'on découvre tous les jours. Et quand on fait ça, quand on arrive à faire un mélange, un mix entre l'ancien monde, le nouveau monde, eh bien on arrive à faire des pédagogies très performantes, très individualisées, très ciblées, avec des résultats excellents. Et d'abord excellents en termes d'estime de soi, c'est-à-dire que l'enfant va gagner en confiance, il va s'épanouir, il va reprendre goût à la vie, il va redevenir curieux, il va se remettre à sourire. Enfin, nous, en école à la maison, à peu près les 2/3 de nos élèves, c'est des élèves qui ont été fracassés par le système. Fracassés parce qu'ils ont été maltraités, parce qu'ils ont été harcelés, etc. Enfin, vous connaissez.
Et donc ces élèves-là, nous on travaille beaucoup déjà sur la mise en confiance. Un élève qui n'est pas en confiance, qui n'est pas sécurisé, il n'est pas en mesure de progresser scolairement. Voilà. Et puis on a d'autres pédagogies pour les enfants qui sont scolarisés dans les systèmes français ou étrangers, mais ça va excéder le temps qui nous est imparti. Marie, je vous en prie, est-ce que vous voulez dire quelque chose en plus ? Ce que je dirais ressemble beaucoup à ce que vient de dire Xavier Dubélé, en fait, parce que le cœur de cible de notre éducation, c'est de rétablir ou de renforcer l'estime de soi des élèves qui nous sont confiés. Ce sont des élèves porteurs de handicap, ils sont particulièrement fragiles dans ce domaine. Donc c'est vraiment notre cœur de cible, à travers l'enseignement que nous leur dispensons, comme à travers les inclusions. Donc j'y reviens, les inclusions, si elles aboutissent à mettre l'enfant en échec, c'est pire que tout, c'est interdit. Donc voilà, et vraiment, c'est un modèle exportable. Les parents sont en demande, les familles sont en grande difficulté avec leurs enfants porteurs de handicap. Et donc, voilà, c'est juste ça dont je souhaitais témoigner. Merci Marie. Marthe ? J'aurais envie de dire que pour que tout ce qui se trouve, se cherche, s'expérimente dans les laboratoires pédagogiques, en fait, que sont voilà, les différentes structures là, que nous portons, il est important de soigner aussi les interfaces. Alors vous parliez tout à l'heure des visites des inspecteurs. Nous avons eu la chance d'être enfin réinspectés. Nous avons été inspectés en 2010 à l'ouverture de l'école, au bout de 4 mois. Et encore parce qu'il y avait 2 élèves qui arrivaient du public qui se sont dit qu'est-ce qui se passe par là-bas. Et puis plus rien, silence radio. Et j'ai sollicité une inspection l'année dernière en disant quand même, il faudrait peut-être qu'on se connaisse. Et donc nous avons été inspectés au mois de juin et j'ai été vraiment très agréablement surprise par les 3 inspecteurs qui sont venus nous visiter, par la pertinence de leurs questions et par l'intérêt en fait qu'ils portaient à la cohérence du projet, à la solidité de ce que nous faisions. Et donc c'est un des exemples de ces interfaces avec le monde extérieur, que ces entreprises ne soient pas des entreprises de refermement, de fermeture sur soi, mais bien des lieux privilégiés de souplesse. Vous parliez de cette qualité de l'école à la maison, souplesse, réactivité, adaptabilité, etc. Dans des petites structures comme l'école La Fontaine, c'est quelque chose dont nous bénéficions également. Alors à une échelle bien sûr un peu plus importante, voilà, mais et donc bien sûr nous avons des conditions d'exercice qui ne sont pas les mêmes que celles d'une école à 200 ou à 2000 élèves. En revanche, ce que nous expérimentons, oui, c'est transférable, c'est adaptable, pas intégralement. Et en particulier, je voudrais souligner la nécessaire cohérence des projets. Moi, voilà, j'ai beaucoup souffert en fait de ça, de cette impression d'être une goutte d'eau dans l'océan. On connaît tous, je crois, d'excellents enseignants dans le public, dans le privé, des gens très compétents, très investis. La difficulté est comment est-ce qu'on forme un élève sur plusieurs années quand on est seul ou au moins perdu dans une équipe ou dans un établissement qui n'a pas de cohérence. Donc voilà, cette question de la cohérence du projet, nous on l'expérimente pour pouvoir dire oui, c'est possible, ça existe. Alors, on nous oppose oui, mais. Et moi je dis oui, voilà, effectivement on exerce dans des conditions différentes. On paye notre liberté, on la paye très cher, mais on est le témoin que quelque chose est possible. Et puis le deuxième point, c'est que aussi grâce à des expériences comme les nôtres, on permet à des gens qui ont une vocation d'éducateur, et heureusement il y en a encore beaucoup, bien souvent de reprendre une respiration, de reprendre confiance dans ce métier et de retrouver une énergie. Et ça, nous en avons urgemment besoin, parce que moi je me pose une vraie question aujourd'hui quand je vois le système éducatif français, c'est aurons-nous des enseignants demain pour nos enfants? Aurons-nous des écoles? Alors de bonnes écoles, c'est une question, mais même des écoles. Pour avoir des enfants maintenant étudiants dans leur classe, pas un élève se projette dans un métier d'enseignant. Voilà, il y a une question vraiment importante. Quelle école laisserons-nous à nos enfants? Bon, Jean-Baptiste, une phrase, parce qu'on n'a vraiment plus de temps. Non, une phrase, on a parlé du collectif. On fait souvent le reproche à l'école à la maison qu'il y a un manque de socialisation. En réalité, l'école à la maison laisse énormément de temps aux enfants. Ils n'ont pas de devoir le soir pour faire énormément d'activités et on le voit beaucoup autour de nous. Et je voudrais formuler avec vous un vœu en guise un peu de conclusion. C'est que le monde universitaire commence à s'intéresser à l'école à la maison, mais je pense aussi qu'il devrait
s'intéresser par des recherches scientifiques sur la liberté pédagogique, sur les innovations pédagogiques, parce qu'on est en train d'ouvrir, et vous êtes en train d'ouvrir de nouvelles voies pédagogiques. Et il faudrait que le monde universitaire et de la recherche viennent appuyer les résultats efficaces, effectifs, objectifs, les faits qui font que ce que l'on fait, ce que nous faisons ensemble fonctionne. Et sur la socialisation, figurez-vous que les chercheurs dans le monde entier arrivent au même consensus. C'est que les enfants instruits en famille sont aussi bien, voire mieux socialisés que les enfants des écoles publiques. Et donc, pourquoi on n'écoute pas les chercheurs? Et est-ce que la recherche, est-ce que nous, on pourrait œuvrer ensemble à davantage de recherche universitaire sur la liberté pédagogique et l'innovation pédagogique? Merci Jean-Baptiste, elle était longue votre phrase. Hein. Je suis un peu un spécialiste. Merci de votre bienveillance. Merci en tout cas, merci à tous. Y a-t-il des questions dans le public pour nos intervenants? Si oui, levez la main, Alexandre vous apporte un micro. Alors en attendant que certains viennent, j'ai une question pour vous, Agathe, qui nous a été envoyée par email. Agathe, en tant qu'enseignante de l'éducation sous contrat, avez-vous été inspirée par les éducations alternatives dans votre enseignement dans le système sous contrat? C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Donc, mon histoire, c'est que j'ai fait effectivement l'école à la maison à une de mes filles pendant 1 an et demi parce qu'elle avait une maladie, un handicap. Et pendant ce temps-là, une autre de mes filles est allée en école hors contrat Montessori. Et donc, au retour, je suis allée voir mon directeur en disant « Je ne peux plus faire ce que je faisais avant ». Donc, j'ai tout changé. Donc, je fais de la pédagogie Montessori adaptée au collège. Et j'ai mes élèves pendant 3 heures d'affilée parce que j'ai eu besoin d'avoir beaucoup de temps, d'avoir du temps, et pas cette sonnerie tous les 55 minutes. Jean-Baptiste. C'est instructif. Une autre question. Alors, y a-t-il une question dans le public? Une autre question pour Marthe. Quelles conditions vous semblent nécessaires pour que l'action des écoles indépendantes ait un impact réel sur le système éducatif français? Quelles conditions à réunir? Bien, effectivement, surtout de ne pas rester isolé et de pouvoir favoriser ces lieux de rencontre. Donc, je parlais tout à l'heure des inspections qui sont à saisir, pas uniquement comme un contrôle, mais comme une occasion de pouvoir faire valoir notre savoir-faire. Pouvoir participer aussi, alors chez nous, par exemple, ça va être le championnat d'orthographe organisé par le Club Richelieu. Participer, il se trouve en plus que nos élèves ont une blouse, donc sont facilement identifiables dans les manifestations publiques. Et donc, ça interroge les autres enseignants, ça interroge les directeurs, et il y a une attention particulière, dire tiens, ces élèves un peu différents, comment est-ce qu'ils vont réussir, et il y a une émulation mutuelle, parce que nos élèves sont loin d'avoir toujours la palme des championnats d'orthographe, mais au moins, voilà, on vérifie que ce que l'on fait ne nous emmène pas sur une planète complètement déconnectée du reste du monde éducatif, mais pouvoir réajuster, remesurer ce que l'on a à apporter de spécifique. Parce que vu l'énergie, le coût, etc. de tout ça, il faut... Enfin, en tout cas, moi, j'ai régulièrement besoin de m'assurer qu'on ne fait pas finalement la même chose que les écoles sous contrat. Voilà. D'accord. J'ai encore reçu 2 questions. Une pour Xavier. Êtes-vous optimiste ou pessimiste sur la situation de l'école en France? Très bonne question. Les deux. Je suis très pessimiste et très optimiste. Je vous remercie. Non, très pessimiste parce que le système s'effondre sous nos yeux. Sous nos yeux, et à une vitesse qu'on ne peut pas imaginer tant qu'on n'observe pas les choses de manière fine, en fait. Et c'est pas nouveau. On peut dire depuis le début des années 2010, début des années 2000, 90, 80, 70. Bon, ça fait au moins 30 ans, quoi. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'avant, c'était en pente douce, et que là, c'est une chute libre. Donc, ça, c'est très pessimiste, parce qu'il y a beaucoup... À l'arrivée, c'est des enfants mal instruits ou désinstruits, ou qui ne sont pas armés pour réussir dans la vie, pour comprendre le monde, pour faire des choix libres. Donc ça, c'est grave. Mais en même temps, la nature a horreur du vide. Donc en fait, on assiste à la fin d'un système qui a 100 ans. La classe, un prof, 30 élèves. Et il va naître autre chose. Parce que la nature a horreur du vide. Et puis parce que la génération très idéologue qui avait décidé de ne pas transmettre à la génération d'après ce qu'elle-même avait reçu, elle va finir par partir, laisser la place. Et donc il va naître un nouveau monde. Qu'est-ce qu'il en sera? J'en sais rien.
il y a un dynamisme incroyable. Il n'y a qu'à aller sur le salon, donc tout le domaine du hors contrat, ça bouillonne. Et à l'enseignement à distance, ça bouillonne. Mais aussi dans le public, vous avez plein de profs que moi j'ai vu, que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté, qui sont très dynamiques, qui ont plein d'initiatives, souvent des jeunes profs en plus, qui n'ont pas tout le corpus idéologique de ceux qui sont proches de la retraite. Mais dans le privé sous contrat, vous avez aussi un dynamisme qui est plus ténu, je dirais. Je suis un peu plus sévère. Mais en fait, le dynamisme, il est là. Donc le nouveau monde, il va surgir, il va se structurer d'une façon qu'on ne peut pas prédire aujourd'hui. Mais à une échelle de 30 ans, 50 ans, alors je vous casse peut-être le moral, mais on verra peut-être que le début du début, mais il va arriver. Et nous, on y contribue tous les jours. Merci Xavier. Une dernière question pour Marie de ses yeux. Quels seraient les bénéfices d'une classe comme Saint-François de Fatima pour l'ensemble d'une école ? Ils sont énormes. Jusqu'à présent, nous avons porté notre regard sur les élèves de la classe Saint-François de Fatima. Maintenant, on va le déplacer. On va porter notre regard sur les collégiens et les lycéens qui sont amenés à rencontrer nos élèves dans les couloirs, sur la cour, comme je le disais tout à l'heure, dans tous les lieux où ils peuvent les rencontrer. Et je pense que l'éducation intégrale dont nous parlions tout à l'heure comme projet pédagogique de l'école Saint-Dominique s'enrichit encore de la possibilité qu'ont les élèves dans les classes ordinaires d'apprendre à regarder la personne porteur de handicap comme une personne. Ils apprennent à rejoindre leurs besoins, ils apprennent à leur apporter des réponses, à les aider à se tourner vers l'autre, vers le plus petit. Je pense que c'est une chance inestimable. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Vous le voyez, chacun de... Ah, pardon. Oui, il y a une question dans le public. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Monsieur Rocol de l'école Oliscol de Rennes. C'est une question pour Xavier ou Jean-Baptiste, là, qui nous disent qu'ils se consacrent à aider les familles qui ont des problèmes avec le système et l'éducation nationale pour enseigner à la maison. Est-ce que vous ne pensez pas que la prochaine étape, ça sera les écoles hors contrat ? On n'est pas prophète, mais ce qu'on voit, c'est que depuis le début de la bataille, on est très soutenu justement par les écoles hors contrat, la Fondation pour l'école, mais aussi d'autres groupes, d'autres organisations au niveau français et je vous dirais même au niveau international. Et donc c'est une crainte légitime. Et j'ai envie de vous répondre comme ça un peu du tac au tac. C'est pour ça qu'il faut nous aider maintenant. Il nous reste 2 ans pour le régime dérogatoire des 2 années supplémentaires qui sont données aux familles qui faisaient déjà l'école à la maison avant la loi. Donc là, on a 2 ans devant nous pour gagner suffisamment de victoires devant les tribunaux pour que ça fasse jurisprudence. Donc venez nous aider, aidez-nous, venez nous parler, venez parler avec nous et peut-être qu'ensemble, on va pouvoir faire bouger les lignes. Et je pense que c'est en train de se produire parce que nous voyons des signes de frémissement en ce moment même par rapport à l'éducation nationale qui sont quand même très embêtés, que des centaines et des centaines de familles commencent à saisir les tribunaux. Vous savez, il y a 50 000 enfants cette année qui font l'instruction en famille. Ce sont des familles qui sont très, très motivées. Ce sont des familles qui le font depuis longtemps. Et je pense que si dans 2 ans, elles auront un refus d'autorisation, compte tenu de tout le travail que nous avons fait avec notre réseau d'avocats, eh bien, il faut s'attendre à un engorgement des tribunaux administratifs avec peut-être plus de 25 000 procès. Merci, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à vous tous. Je rappelle, juste parce qu'elle est trop modeste pour en parler, que Agathe de Mignac a sorti un ouvrage passionnant qui s'appelle « Cœur de prof, ils m'ont tout appris ». Aux éditions Nouvelle Cité, c'est un récit. Merci à chacun d'entre vous. Vous voyez, chacun de ces acteurs est une partie de la réponse. Aucun d'eux ne peut être la réponse unique, mais aucune réforme sérieuse de notre système éducatif ne peut être prise sans le concours de chacun d'eux.